Il devient de plus en plus clair qu'une rupture est intervenue dans le commerce mondial. Cela n'a pas été évident d'emblée, car avec la crise de 2008-2009, l'évolution des échanges a eu une forte composante conjoncturelle. Ainsi, après une chute de 13% en moyenne en 2009, le commerce international a bondi de 14% l'année suivante. Au terme de ces évolutions très heurtées, il pouvait sembler naturel de revenir dans le corridor des variations qui avaient précédé la crise, soit entre 4 et 10% de croissance annuelle. Si les premières hésitations des échanges post-récession pouvaient s'interpréter comme les soubresauts d'une crise à répétition, ce n'est définitivement plus le cas. Les années passent et le commerce mondial n'a toujours pas retrouvé sa dynamique d'avant-crise. À peine de retour dans le corridor des variations, la tendance est au mieux à la stabilisation, voire à un nouveau petit décrochage. Il faut bien entendu relativiser ces évolutions, car avant la grande récession, la croissance mondiale était forte, de l'ordre de 4,5% par an en moyenne. C'est plus de 1 point supérieur au régime actuel. Or, moins de croissance, c'est une demande moins vigoureuse et des échanges moins dynamiques. Mais l'explication est trop courte. En rapportant la croissance du commerce international à celui du PIB mondial, en d'autres termes, en calculant l'élasticité du commerce à la croissance, la cassure apparaît encore plus nettement et se dessine même avant la grande récession. Dans les années 90, l'élasticité du commerce à la croissance était supérieure à 2. Les échanges augmentaient donc 2 fois plus rapidement que le PIB mondial. Ce ratio est tombé à 1,5 de 2000 à 2007, puis à 1,3 en moyenne depuis 2010. Ainsi, si la conjoncture joue un rôle déterminant dans la faiblesse de la croissance des échanges, cette dernière s'explique aussi par des facteurs plus structurels. Il faut revenir ici sur les éléments au cœur de la croissance hors norme du commerce mondial dans les années 90. Baisse des coûts de transport, baisse des prix et amélioration de la qualité des télécommunications. Vaste mouvement de libéralisation des échanges, consacré par la création de l'OMC en 1995, offre un cadre propice. C'est à ce moment aussi que prend racine le mouvement de délocalisation vers les émergents. Mais surtout, que monte en puissance une gigantesque vague de méga-fusions-acquisitions transatlantiques menées par les multinationales occidentales. Les années 2000 vont voir certaines de ces tendances se renforcer et d'autres apparaître. C'est en décembre 2001 l'entrée de la Chine dans l'OMC et peu après la déferlante du Made in China. C'est dans le prolongement, l'allongement et la segmentation toujours plus poussée des chaînes de valeur. Le contenu en consommation intermédiaire importé des exportations augmente, ce qui fait d'autant plus grimper le volume des échanges qu'il débouche sur une double comptabilisation des composants importés. Une fois à leur arrivée sur le territoire, une fois à la sortie quand ils sont intégrés dans le produit fini ou semi-fini et réexportés. En janvier 2002, c'est la création de l'euro fiduciaire qui va accélérer les échanges intra-européens. C'est enfin un déplacement de la croissance mondiale, notamment vers les émergents, ce qui mécaniquement a tendance à accélérer les échanges. Toutes ces tendances se sont conjuguées sur les 15 années précédant la crise pour faire monter les chiffres du commerce mondial. Mais combien sont encore d'actualité? Eh bien aucune, ou presque. L'essentiel de la baisse des coûts de transport et des télécoms sont derrière nous. C'est ensuite le retour de balancier par rapport à la version la plus extrême du fabless, de l'allongement à outrance des chaînes de valeur. Au fil du temps, 3 séries de problèmes ont émergé. Problème de qualité et de traçabilité du produit final, problème de coût en raison de la montée des salaires dans les pays dans lesquels les activités ont été délocalisées. Du reste, à l'ère de l'automatisation générale, le coût du travail n'est plus aussi discriminant aujourd'hui qu'hier. Troisième point, l'idée que conception et fabrication pouvaient être totalement dissociées. Les grands groupes en reviennent lorsqu'ils constatent comment cette dissociation fragilise leur écosystème d'innovation. Mais ce sont aussi des transformations structurelles du commerce extérieur chinois. Les produits exportés de Chine incorporent de plus en plus de composants locaux et leur contenu en import diminue. À cela s'ajoute une croissance mondiale qui se recentre à nouveau sur les pays avancés. Bref, le ralentissement du commerce mondial n'est pas un phénomène transitoire, mais bien durable.